Olivier Delagarde, on commence ce matin avec L'étrange défaite. Oui, L'étrange défaite, c'est bien sûr le titre du livre de Marc Bloch, écrit quelques semaines après la défaite de 1940. Marc Bloch, historien et officier, tentait de comprendre comment un pays comme la France, qui semblait alors très puissant dans l'entre-deux-guerres, avait pu s'effondrer aussi rapidement, militairement, mais surtout moralement. 84 ans plus tard, Emmanuel Macron a annoncé que Marc Bloch allait rentrer au Panthéon, et à la une de l'Opinion, Rémi Godeau y voit comme une parabole cruelle de la situation actuelle. Parce que peut-être qu'un jour, plus tard, un historien se penchera sur la période que nous sommes en train de vivre pour tenter de comprendre comment un pays comme la France, qui semble béni des dieux, a pu, au début du XXe siècle, s'effondrer économiquement, mais surtout moralement. De manière symbolique, écrit Rémi Godeau, alors que la France, au bord de la banqueroute, s'approche du tumulte de la censure, c'est aussi cette analyse acide de la médiocrité des élites françaises avant la débâcle qui s'installe en abyssale résonance. Un demi-siècle de déficit, une dette hors de contrôle, une représentation nationale incapable de sacrifice. Comment ne pas voir, comme le vit Marc Bloch, l'incapacité du commandement, la même faillite intellectuelle et administrative, la même machinerie des partis avec son parfum moisi de petits cafés. Oui, entre ici, conclut Godeau, entre ici, parabole de l'affaissement français. Et nouvelle illustration du mal français, Olivier Delagarde, ce rapport parlementaire sur l'échec des politiques migratoires. C'est le Figaro qui se l'est procuré. La députée et ex-ministre Brigitte Klinkert a cherché à comprendre pourquoi les autorités françaises étaient incapables de faire appliquer la loi et d'expulser les clandestins. Et c'est très intéressant parce que, pour la première fois, écrit Jean-Marc Leclerc, un rapport parlementaire entre vraiment dans le détail de la mécanique de l'impuissance publique. La première cause, c'est l'obstruction sur la délivrance des laissez-passer consulaires, particulièrement de la part des pays du Maghreb. Ensuite, la libération massive des clandestins par l'autorité judiciaire. Et le rapport n'est pas très optimiste sur les effets de la nouvelle politique de restriction de la délivrance des visas. Mais est-ce que la situation est vraiment meilleure ailleurs, Olivier ? Eh bien, c'est une très bonne question, Dimitri. Et justement, après L'étrange défaite, la presse nous donne envie de lire un autre livre ce matin. Il s'agit des mémoires d'Angela Merkel qui sortent aujourd'hui en librairie dans 30 pays. Vous en lirez une recension notamment dans La Croix sous la plume d'Alain Guillemol. Après avoir été porté au pinacle, le bilan de ses 16 années de pouvoir suscite aujourd'hui des débats en Allemagne. Merkel s'explique dans ce livre sur ses choix énergétiques, diplomatiques ou encore sa décision d'ouvrir ses frontières avant de vite les refermer. Elle lève aussi le voile sur la personnalité de Vladimir Poutine, un mufle et un sadique. Elle confirme effectivement une anecdote. En 2006, pendant un entretien avec elle, le président russe fait entrer son gros chien dans la pièce, sachant bien que la chancelière en a peur. Elle tente de faire bonne figure devant les caméras. « Je crus déceler dans la mimique de Poutine, écrit Merkel, le plaisir que lui procurait cette situation. » Ajoutons cette info que l'on apprend incidemment dans les Échos. Les Russes se rapprochent des talibans. Le ministre Shoïgou, en visite à Kaboul, a affirmé son désir de renforcer les relations politiques et la coopération économique entre Moscou et l'Afghanistan. Voilà, après la Corée du Nord, une sorte de confrérie des chic types. Mais on ne va pas rester sur des nouvelles aussi déprimantes. Non, pour vous faire plaisir, à Anissa, on va parler de Brest. Du club de foot qui joue ce soir en Ligue des Champions face à Barcelone. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui arrive à ce modeste club breton, modeste par le budget, mais dont les résultats en Coupe d'Europe sont spectaculaires. En tout cas, l'équipe, elle, s'en rend compte. Et chose rare, le directeur adjoint de la rédaction, Jean-Philippe Leclerc, prend la plume ce matin pour faire amende honorable parce qu'il y a un peu moins de 2 ans, son journal prédisait au Stade brestois la descente en Ligue 2. Quelques mois plus tard, il remettait ça en expliquant que le miracle observé en championnat de France ne pouvait pas se reproduire sur la scène européenne. Bref, tout faux. Brest n'en finit pas de nous étonner, comme quoi, s'il y a d'étranges défaites, il y a aussi, heureusement parfois, de surprenantes victoires. Ouais. Voilà le Stade brestois. Ils sont nés aussi creux avec les Brestois, qu'avec l'équipe de France en 1998, si je puis dire. Voilà, ça va leur faire plaisir. Oui, ça, copains d'équipe, que je leur rappelle ces bons souvenirs. Je pense qu'Anne de Bretagne a vendu la Bretagne à la France. À chaque fois, ça. Vous vous rendez compte, on serait. Ça fait longtemps que ça va mal. Faut tourner la page maintenant. La Bretagne serait indépendante. Vous vous Oui. rendez compte, Oui. Brest serait champion de Bretagne et peut-être champion d'Europe. Il Il y a des blessures comme ça qu'on a du mal à cicatriser. Calmez-vous, Pascal.